Merci beaucoup Daniel, bonjour à tous. Et je déclare au début de la présentation que je collabore avec les compagnies suivantes et qui commercialisent des outils dont je vais notamment parler pendant la présentation. Alors finalement, je vais essayer de vous montrer des choses un peu nouvelles et sans repartir sur tout le début, les courbes de Frank Starling et tout ça que vous avez déjà vu un grand nombre de fois. Finalement, de quoi on parle? De la stratégie de remplissage vasculaire. Il faut être clair. Dans le cas où il y a une perte liquidienne évidente, dans le cas où il y a un choc hémorragique, dans le cas où le patient est certainement hypovolémique, c'est le cas dans les premières dizaines de minutes du choc septique, il ne faut pas chercher à prédire la réponse à l'expansion volémique, il faut administrer une expansion volémique sans retarder son administration. Le problème, vous le savez, c'est tous les autres cas, qui sont sans doute la majorité, dans lesquels le remplissage ne résulte en l'augmentation du débit cardiaque, qu'on espère, que dans la moitié des cas. Et donc la question qui a surgi, on va dire, à la fin des années 90, c'était de savoir comment prédire cette réponse à l'expansion volémique. Ce qui est aussi clair au vu de toute une littérature que vous avez déjà vu un grand nombre de fois, c'est que les indices statiques, à commencer par la PVC, ne permettent pas de prédire la réponse au remplissage vasculaire. Et c'est pour ça qu'il est toujours étonnant de voir dans l'étude Fenice, cette étude que avait menée la Société européenne, qu'il y a un grand nombre de praticiens, de collègues qui continuent d'utiliser la PVC pour guider l'expansion volémique ou en tout cas la prise en charge liquidienne de ces patients. C'est sans doute moins vrai en France et en Europe, mais enfin tout de même. Et donc, à la place de ces indices statiques, vous savez qu'un grand nombre d'indices dynamiques ont été développés pour prédire, avant de l'administrer, si un remplissage vasculaire va augmenter ou pas le débit cardiaque. On va revoir, si vous voulez bien, ces différents tests, en insistant sur les aspects nouveaux quand il y en a. Le Fluid Challenge, à l'évidence, c'est une technique qui permet de prédire la réponse au remplissage et qui est efficace. C'est facile à réaliser, il suffit de perfuser du liquide, mais il y a des inconvénients qui doivent être bien gardés en tête. Le premier, c'est que pour juger des effets d'un Fluid Challenge, il faut bien se rappeler qu'il faut mesurer le débit cardiaque directement. On ne peut pas faire juste avec la pression artérielle. Ça a été montré par plusieurs études, mais celle-ci du groupe de Jean-Louis Vincent et de Daniel Debacker est très illustrative. Regardez, ils administraient un remplissage vasculaire de 500 ml de soluté. Les changements du vrai index cardiaque n'étaient pas du tout relayés au changement de la pression artérielle pulsée. Donc si on veut juger des effets du Fluid Challenge, il faut mesurer le débit cardiaque directement, et ça c'est un message pratique qui est très important. Et puis le deuxième inconvénient essentiel du Fluid Challenge, c'est que, en fait, ce n'est pas vraiment un challenge, c'est en fait le traitement. Ce n'est pas un test de réponse au remplissage, c'est un remplissage en soi. Et ça conduit de façon inévitable à une surcharge vasculaire. Et finalement, le Fluid Challenge classique, c'est quoi? C'est je donne 500 cc de remplissage, si ça augmente le débit cardiaque, je continue jusqu'à ce que le dernier challenge n'augmente plus le débit cardiaque, et dans ce cas-là, j'arrête de faire du remplissage vasculaire. Ça prédit très bien la réponse au remplissage, mais le problème, c'est que, imaginons un patient avec un choc septique et un SDRA au premier jour, vous êtes d'accord que ce patient va avoir, 4 ou 5 épisodes d'hypotension, ce qui veut dire qu'à la fin de la journée, si vous faites des Fluid Challenge, le patient aura reçu 2 litres ou 2,5 litres d'expansion volémique qui, par essence, n'auront pas augmenté le débit cardiaque, et ça, c'est la surcharge liquidienne qu'on cherche sans doute à éviter. Et c'est pour ça que l'idée est née d'utiliser des Fluid Challenge plus petits, des mini Fluid Challenge, et c'est une étude très intéressante de ce point de vue-là de nos collègues de Nîmes, Jean-Yves Lefranc et Laurent Muller, qui ont testé un Fluid Challenge avec seulement 100 ml. Et ça prédit très bien la réponse à l'expansion volémique. Mais il y a un point qui est important avec cette histoire de mini Fluid Challenge, c'est celui-ci. Évidemment, pour de petits changements de précharge ne peuvent qu'induire que des petits changements de débit cardiaque. Et ici, d'ITV sous-aortique qui était mesuré par l'échographie. Et je ne suis pas sûr que l'échographie soit assez
précise pour mesurer, pour détecter ces petits changements de débit cardiaque. Je suis même sûr du contraire. Par exemple, dans cette étude, qu'on va soumettre bientôt pour publication avec Jean-Louis Teboul et Mathieu Josviac, on montre que le plus petit changement significatif d'ITV sous-aortique, qu'on peut considérer comme fiable, c'est 10% quand c'est le même opérateur qui fait les mesures. Et donc je pense que l'écho n'est pas assez précise pour mesurer ces petits changements de débit cardiaque lors du mini fluid challenge, en tout cas dans des mains, pas forcément des mains ultra expertes. De ce point de vue-là, c'est intéressant cette étude qui a été très récemment publiée de Mathieu Biet, qui montre que on peut tester les effets d'un mini fluid challenge avec une technique qui est plus précise que l'écho, qui est l'analyse du contour de l'onde de pouls, qui détecte des changements très très faibles. L'autre chose qui était intéressante dans cette étude, c'est qu'ils ont aussi testé une sorte de micro-fluid challenge avec seulement 50 ml de fluide, et vous voyez que c'est sans doute trop faible et que la prédiction en termes d'air sous la courbe Rock est moins bonne. En tout cas, c'est une technique qui peut être tout à fait intéressante. Évidemment, on ne peut pas parler de réponse au remplissage sans parler de delta PP. C'est la première technique dynamique qui avait été utilisée pour prédire la réponse au remplissage. L'avantage aujourd'hui, c'est que c'est facile à mesurer. On n'a même rien à mesurer puisque c'est calculé et affiché automatiquement par la majorité des moniteurs hémodynamiques. L'autre avantage, c'est que, il faut le dire, quand le patient a un cathé artériel, il n'y a pas besoin de mesurer le débit cardiaque pour savoir si le patient va répondre au remplissage vasculaire. Néanmoins, et vous le savez bien, la limite essentielle de delta PP, en tout cas chez les patients de réanimation, c'est qu'on ne peut l'utiliser que chez une minorité de patients. Je ne crois pas à 1 ou 2%, comme ça a déjà été publié, parce que c'était une étude chez des malades qui n'avaient pas forcément d'état de choc, mais chez les patients en insuffisance circulatoire, c'est bien 10, 20, 30% des patients chez qui on ne peut pas l'utiliser, parce que vous savez, les conditions dans lesquelles on ne peut pas utiliser delta PP, les principales, c'est ventilation spontanée, arythmie cardiaque et un SDRA, à cause du faible volume courant et de la faible compliance artérielle, situations qui sont fréquentes en réanimation. Il y a une nouveauté, justement, en ce qui concerne les limites en cas de faible volume courant. C'est clair que quand le volume courant est trop faible, ça crée des faux négatifs de delta PP, et d'ailleurs ça avait été très bien montré par une étude de Daniel Debacker. Mais un test a été récemment démontré, plutôt décrit, qui permet peut-être de s'en sortir dans ces cas-là. Dans cette étude indienne de Sheila Miatra, à laquelle on a participé avec Jean-Louis Teboul, ils avaient fait un VT challenge, un Tidal Volume Challenge. C'est-à-dire que chez des patients qui étaient ventilés à 6 ml/kg, ils avaient augmenté transitoirement, pendant quelques minutes, le VT à 8 ml/kg. Et ils avaient regardé les changements que ça induisait en pulse pressure variation, en delta PP. Et ils calculaient l'augmentation de delta PP qu'induisait l'augmentation transitoire du volume courant. Et ils montraient que si delta PP augmentait de plus de 3,5% en valeur absolue, là, on pouvait dire que les patients répondaient au remplissage. Donc c'est en effet un moyen de s'en sortir quand le volume courant est petit. Ça demande sans doute à être confirmé, mais en tout cas, c'est une idée qui est assez intéressante. Et une fois encore, pas besoin de mesure du débit cardiaque, et ça, c'est intéressant. On peut mesurer aussi la variabilité des veines caves inférieures et supérieures. En tout cas, c'est utile, notamment quand les patients n'ont pas de cathé artériel. Ces patients existent quand même. L'inconvénient, c'est que ça nécessite une ETT, voire une ETO en cas de variabilité de la veine cave supérieure. Mais le problème, c'est que ça partage beaucoup des limites que delta PP. En dehors des arythmies cardiaques, dans lesquelles ça fonctionne très bien, on ne peut pas utiliser la variabilité des veines caves en cas d'activité respiratoire spontanée, en cas de SDRA, pour les mêmes raisons. Et puis, moi, je crois quand même que quand on regarde la littérature en détail, on peut être un peu déçu par les résultats qui ont été rapportés pour cet indice-là. Par exemple, il y a cette méta-analyse, il y a quand même plus de 500 patients qui reprenaient toutes les études publiées à l'époque, dans lesquelles l'air sous la courbe Rock, toutes les études cumulées, c'est 0,8. Alors, c'est pas très mauvais, mais c'est pas, en tout cas, aussi bien que d'autres indices. Il y a cette étude que vous avez sans doute vue il y a quelques mois, là encore, c'est une étude récente, Philippe Vignon, Antoine Vieillard-Baron, chez 500 patients, c'est une étude prospective, Et là, l'air sous la courbe Rock, même pour la veine cave supérieure, c'est 0,74. Donc, ce n'est pas un test qui semble extrêmement fiable. Peut-être parce qu'en fait, les raisons pour lesquelles ça teste la précharge dépendance ne sont pas aussi évidentes qu'il peut sembler.
L'avantage, c'est que ça sert quand, une fois encore, il n'y a pas de cathé artériel. On peut utiliser les tests d'occlusion télé-expiratoire et télé-inspiratoire, et là, peut-être que vous ne savez pas ce que c'est que ces tests-là, et je vais vous expliquer en un mot comment ça fonctionne. L'idée, c'est d'utiliser les interactions cœur-poumon. Et vous êtes d'accord que chez un patient qui est ventilé, en fait, chaque insufflation vient augmenter la pression intrathoracique et donc vient s'opposer au retour veineux systémique. Le retour veineux tend à augmenter, mais est interrompu par l'insufflation suivante. Et donc l'idée, c'est que si on stoppe la ventilation en télé-expiration, comme pour mesurer la tête intrinsèque, en fait, on permet à l'augmentation de précharge de se faire complètement pendant quelques secondes. Et donc le tour est joué. Si, en réponse à cette augmentation de précharge, après qu'elle s'est transmise de la droite vers la gauche, le débit cardiaque augmente, eh bien, ça veut dire que les deux ventricules sont préchargés pendant, que le patient répondra au remplissage vasculaire. C'est la théorie. En fait, on avait montré avec Jean-Louis Teboul dans une première étude que c'est le cas, et si l'index cardiaque augmentait de plus de 5%, on différenciait bien répondeurs et non-répondeurs dans cette étude-là. Il faut dire que le test est facile à réaliser, et c'est même beaucoup plus facile qu'un test de levée de jambe passif ou quoi que ce soit. Il suffit d'appuyer sur le bouton du ventilateur et de regarder la valeur du débit cardiaque. Mais c'est plus facile à réaliser si vous avez un affichage continu du débit cardiaque. Là, c'est l'exemple, par exemple, avec le système PICO là, et l'analyse du contour de l'onde de pouls. Vous voyez, on arrête le ventilateur en télé-expiration. On recherche une augmentation de plus de 5% de l'index continu, ici, avec l'analyse du contour de l'onde de pouls, et donc c'est assez facile à voir. Mais tous les patients ne sont pas équipés avec ces systèmes-là. Donc la question, c'est de savoir si on peut faire autrement, et évidemment si on peut faire avec l'écho, pour être et transthoracique, pour être non-invasif. Alors dans cette étude récente, là encore, de l'équipe de Mathieu Biet à Bordeaux, il montrait que le test était fiable, même avec un système d'analyse avec un système ici avec l'échographie, c'est pas avec le système ProAct, Mais là encore, vous voyez, le seuil, c'était 5% d'augmentation de l'ITV. Vous voyez, je ne suis pas sûr que l'écho soit assez fiable, assez précise pour détecter ces petits changements. Dans cette étude qu'on a publiée il y a assez peu de temps, c'est pour ça qu'on avait fait une pause télé-expiratoire, comme dans la première étude, et avec cette technique, on cherchait une augmentation du volume d'éjection, c'est-à-dire de l'ITV sous-aortique, chez les répondeurs, en espérant qu'elle soit plus importante chez les répondeurs. Mais on faisait aussi une pause télé-inspiratoire, en bloquant le ventilateur pendant 15 secondes en télé-inspiration, et on espérait que là, le volume d'éjection allait évidemment baisser, et que l'ITV allait baisser, plus chez les répondeurs. Et donc on espérait finalement que quand on additionnait mathématiquement les deux effets, ce soit plus important chez les répondeurs que chez les non-répondeurs, en regardant les changements d'ITV sous-aortique. Quand on regardait ce que donnait le test en pause télé-expiratoire, la même que celui que je vous ai montré sur le petit film, on avait une bonne prédiction de la réponse au remplissage, mais le seuil diagnostique, c'était 4% d'augmentation d'ITV. Une fois encore, c'est très faible. Si on regardait les effets inspiration plus expiration, en additionnant les valeurs absolues des changements, on avait la même sensibilité, même spécificité à peu près, mais le seuil diagnostique, ce n'était pas 4%, c'était 15%, plus ample et donc plus compatible, on va dire, avec la pression de l'échographie cardiaque. Alors, ça nécessite de faire des pauses télé-inspiratoires, télé-expiratoires et de mesurer l'ITV sous-aortique de façon répétée, donc c'est moins facile en tout cas que quand on regarde un débit cardiaque qui s'affiche automatiquement, mais en tout cas, c'est peut-être possible. Évidemment, ce n'est pas possible si le malade respire trop spontanément. Enfin, le test de passive leg raising, on peut dire aujourd'hui que c'est un test qui a démontré être fiable, avec une méta-analyse qui est positive. La question, c'est de savoir comment il faut réaliser le test, et notamment si on peut réaliser le test en mesurant le débit cardiaque ou en mesurant la pression artérielle. Et là, il faut être bien clair, pour mesurer les effets du test, il faut regarder les changements de débit cardiaque. On ne peut pas se fier au changement de la seule pression artérielle. Alors la question, c'est de savoir comment on fait, quelle technique on peut utiliser. Alors on peut utiliser l'analyse du contour de l'onde de pouls, ça a été fait par plein d'études, l'écho dans encore plus d'études. On peut utiliser le Doppler œsophagien, ça a été fait aussi.
Et je voudrais vous montrer juste une technique qui est sans doute plus récente, puisque c'est une étude qu'on n'a pas publiée, qui est d'utiliser l'amplitude de la plétismographie. Et l'idée, c'est que sur le signal de plétismo, je finis juste 10 secondes, l'amplitude du signal, ça permet d'estimer le volume d'éjection systolique, et notamment l'indice de perfusion, qui est la portion pulsatile sur non pulsatile, c'est une estimation du volume d'éjection, et dans cette étude, qui est soumise pour publication, on voit que cet indice de perfusion qui s'affiche sur le signal de PLET, il augmente avec le passive leg raising, il rebaisse quand on remet le patient à plat, il augmente lorsque on fait un remplissage vasculaire. Et donc peut-être que là, il y aurait un moyen de tester la précharge dépendance avec le test de passive leg raising, mais de façon totalement non invasive. Pour l'instant, ces données ne sont pas publiées. Merci beaucoup pour votre attention.